Monsieur Cédric Villani pour le groupe Écologie, Démocratie, Solidarité et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Stop Covid, c'est un débat à rallonge, plein de confusion, plein de tiroirs. À titre personnel, en toute humilité, dans l'office parlementaire scientifique, il m'a fallu quelques dizaines d'heures de discussions et de débats pour me faire mon opinion, des discussions avec des experts français, britanniques, allemands, suisses, et certains diront que de temps perdu par rapport à une application qui n'est peut-être même pas utile. Je vous répondrai pas du tout. Derrière le débat particulier sur Stop Covid, il y a des enjeux majeurs qui se réinviteront encore et encore dans les années à venir, dans nos débats, sur l'innovation, sur la souveraineté numérique, sur l'architecture des données, sur l'éthique des données. Et nous ne pourrons pas toujours éluder ce débat. On va dissiper, comme tout le monde, la confusion. Traçage, ce n'est pas du traquage, ce n'est pas du tracking. Traçage, c'est une opération de bon sens en cas d'épidémie. Et tous les pays le font face à une épidémie inquiétante. Il s'agit de prévenir les personnes qui auraient pu être infectées quand on découvre une personne qui elle-même est infectée, les personnes qu'elle aurait pu contaminer. Et il s'agit de les prévenir pour les isoler pour leur propre intérêt. Et il faut reconnaître avec humilité que les pays qui ont réussi à affronter l'arrivée du Covid ou de la Covid sont des pays qui ont tous fait usage de traçage de façon développée. Traçage humain, bien sûr, traçage manuel effectué par des équipes humaines en priorité, mais avec l'appui de la technologie. La question n'est pas de savoir s'il faut faire du traçage ou pas, la question c'est avec quels outils. Et le pari qui a été fait en Europe, c'est qu'on peut utiliser de l'algorithmique pour ajouter à l'efficacité des traceurs humains, pour le faire de façon automatique et pour retrouver des personnes qu'on n'aurait pas pu identifier en se fiant à la seule mémoire humaine. Et se baser sur le Bluetooth, utiliser des algorithmes d'encryption et beaucoup de sécurité pour garantir la vie privée autant que possible, cette solution-là, elle n'a pas été imaginée par un gouvernement, elle a été au départ imaginée par un chercheur allemand, elle a été au départ développée par la communauté scientifique. Alors, dès qu'on a algorithmique et données personnelles, les questions culturelles sont fondamentales et il y a une grande peur, en particulier dans ce pays, et c'est normal. Nous avons dans notre mémoire collective le souvenir de la Seconde Guerre mondiale et de l'époque où il y avait du fichage ethnique, et il n'y a pas d'étonnement à avoir sur le fait que la France et l'Allemagne sont les deux États au monde qui sont le plus suspicieux par rapport à l'usage algorithmique des données. Il faut respecter cela et organiser les débats sans balayer les arguments d'un revers de main. Le pari de la France, depuis la fondation de la CNIL en 1978, un organisme qui a inspiré tout l'Occident, le pari de la France, c'est qu'on n'est pas obligé de brider le développement technologique, mais qu'on peut le faire en l'accompagnant de garde-fous par une autorité indépendante. Et ce n'est pas seulement la CNIL que la France a mis en place, mais le corpus le plus exigeant du monde en matière d'autorité qui évalue cela, avec le Conseil national du numérique, avec le Comité consultatif national d'éthique du numérique, à l'échelon européen avec le contrôleur européen de la protection des données. Et ici, ils ont joué leur rôle, apporter des garde-fous, des préconisations, des mises en garde et des améliorations. Il faut avoir confiance dans nos institutions si nous voulons continuer à avancer là-dessus et faire ce pari de pouvoir développer les outils technologiques et le respect de la liberté individuelle. Est-ce qu'il y a des risques ? Oui, il y a des risques. Toute technologie arrive avec ses risques. En particulier, certains risques de piratage, certains risques d'espionnage. Tous les instruments technologiques que nous utilisons l'ont aussi, y compris tous les fichiers, tous nos moyens de communication. La question n'est pas de se diriger vers une solution sans risque. La solution est de mettre en balance les avantages et les risques. Oui, il y a les risques. Prenez-les, listez-les, examinez les risques mis au jour par des collectifs d'informaticiens et mettez-les en balance avec l'objectif, le bénéfice de pouvoir contribuer à éviter le confinement pour juguler une épidémie. Des bénéfices potentiels qui se comptent en milliards et en milliards. Et après, c'est une question d'éthique où il faut faire chacun pour soi la part des avantages et des risques. Au-delà de cette question de bénéfices et de risques, 3 débats majeurs sur l'innovation, l'expérimentation et la souveraineté. L'innovation dans un pays, la France, qui a un potentiel d'innovation extraordinaire et qui souvent le méconnaît et qui s'ingénie à se mettre des bâtons dans les roues pour s'empêcher d'avancer là-dessus.
en particulier sur l'intelligence artificielle en général, comme ça a été maintes fois pointé du doigt. Des risques aussi, l'expérimentation. On nous dit, attendez de savoir si c'est efficace avant de lancer l'expérimentation. C'est la logique inverse ici, mes chers amis, comme l'a bien dit la CNIL. Il faut le lancer pour voir comment ça fonctionne et pour l'améliorer au fur et à mesure. Et c'est bien pour des raisons d'amélioration que la France a fait le choix d'un mécanisme d'information centralisé, plutôt que décentralisé, pour de bonnes raisons scientifiques. Dernier point, la souveraineté. Être prêt en cas d'épidémie à avoir ses propres solutions définies par un État souverain et pas par des grands acteurs américains, c'est aussi la volonté de la France en la matière. Et si j'ai un regret, c'est que l'Europe n'ait pas réussi à avancer de façon soudée sur ce front. Il faudra à l'avenir, aussi bien pour l'expérimentation qu'innovation et la souveraineté, définir une politique européenne et tous ces thèmes, nous les retrouverons. Mes chers amis, tout pris en compte en mon âme et conscience, je voterai pour l'application Stop Covid. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Stéphane Peu pour le groupe Gauche démocrate et républicaine et pour 5 minutes. Monsieur Peu. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous l'avons déjà dit, souvent dit dans les débats précédents, notamment sur celui sur la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Votre gestion de la crise sanitaire a trop systématiquement, à nos yeux, privilégié l'infantilisation sur l'esprit de responsabilité, la défiance sur la confiance, la stigmatisation notamment des quartiers populaires plutôt que de la reconnaissance du rôle joué par les populations qui en sont issues pour tenir la première comme la seconde ligne. Or, et c'est le second enseignement de cette crise, il est désormais très clair que cette pandémie ne sera surmontée que par la mobilisation collective, le civisme et par la disponibilité des moyens de lutte appropriés, les tests massivement disponibles, les masques gratuits et bien sûr les équipes d'enquête sanitaire déployées sur tout le territoire. La lutte efficace contre le Covid est un défi à relever ensemble par un peuple libre, conscient et responsable. À l'inverse, avec Stop Covid, vous persistez dans vos travers et vous cédez à vos penchants solutionnistes. Puisque le monde entier déploie des applications de traçage, il vous faut la vôtre. Tant pis si elles ne servent pas à grand-chose, il faut brandir les totems de la Startup Nation. La démonstration de leur inutilité est pourtant en cours. En Islande, alors que l'application a été déployée très tôt et sur près de 40% de la population, les autorités reconnaissent qu'elle n'a eu qu'un rôle négligeable. En Australie, même chose, un seul cas de Covid repéré alors qu'un quart de la population australienne a installé l'application. Logique, puisqu'aux yeux de certains spécialistes, l'efficacité d'une telle application nécessite une continuité des chaînes de signalement qui supposerait un taux de déploiement du dispositif supérieur à 60% de la population. Autant dire qu'il y a loin de la coupe aux lèvres en France avec un taux d'équipement de 75%, taux qui par ailleurs s'effondre chez les personnes âgées les plus à risque. Le gouvernement de Singapour, constatant lui aussi de piètres résultats dus au faible taux de pénétration de son application dans la population, 20% à peu près, en a logiquement tiré les conséquences en rendant la version 2 de son application obligatoire et bien plus intrusive. Et c'est là le cœur de la question. Avec Stop Covid, vous nous demandez d'ouvrir une brèche. Car n'en doutez pas, les raisons afflueront pour ouvrir toujours plus grand la porte que vous entrebâillez sur la société de la surveillance et du contrôle. Dès demain, pour lutter plus efficacement contre le Covid-19, puis après-demain pour traiter d'autres questions sanitaires, et ainsi de suite, s'allongera irrésistiblement la liste des questions au nom desquelles les apôtres nombreux du meilleur des mondes et de l'amour de la servitude, pour reprendre les mots d'Huxley, réclameront que des dispositions soient prises sans plus attendre. N'en trouvez pas cette porte. Vous prétendez que les données des usagers seront anonymes, mais le pseudonymat n'est pas l'anonymat. Ces données pourront être recoupées avec d'autres qui permettront directement ou indirectement l'identification, comme l'adresse IP par exemple.
Vous garantissez la sécurisation des données, mais ces données enregistrées sur des smartphones à la fois très vulnérables et très obéissants à leurs véritables maîtres, que sont Google et Apple, ces données circulant sur Internet ou stockées sur les serveurs, seront par définition à la merci de la convoitise des cybercriminels comme des géants de l'économie de l'information et de l'attention. D'ailleurs, je m'interroge, seront-elles stockées, ces données de l'application Stop Covid, seront-elles stockées sur les serveurs publics du ministère ou, comme le prévoit de façon tout à fait irresponsable votre projet Health Data Hub, porté par votre gouvernement, seront-elles stockées chez Microsoft en Californie? Au lieu de nous accoutumer aux outils de surveillance que déploient les GAFAM, au lieu de préparer l'opinion aux principes de traçabilité et de surveillance individuelle, il nous faudrait au contraire prendre, au terme d'un débat démocratique fondateur, toutes les dispositions pour que les droits et libertés des citoyens numériques soient garantis. Il nous faudrait également proclamer et organiser concrètement notre souveraineté numérique, par exemple en investissant massivement dans le développement à l'échelle européenne d'un système d'exploitation pour une gamme d'ordinateurs, de smartphones et d'objets connectés sous licence libre. Vous l'aurez compris, pour les députés communistes, mettre le doigt dans l'engrenage Stop Covid sans que cette souveraineté numérique ne commence d'être établie serait prendre un risque d'autant plus inconsidéré que le bénéfice en est incertain. C'est pourquoi nous nous prononcerons contre cette application.